déjà, c'est une période de transition qui est difficile. La limite est assez floue. Le petit Robert nous dit que c'est après la puberté, avant l'âge adulte. Il y a des générations X, Y, et à chaque fois, on se réfère à ces adolescents. Et nous, pour nos dents, en fait, c'est des dents permanentes. Donc, c'est-à-dire que c'est des dents d'adultes, mais avec peut-être encore un corps d'enfant. Notamment parce qu'il y a énormément de changements physiologiques, psychologiques, qui n'a jamais entendu, la crise d'ado, bien sûr, qui existe, et aussi dans les interactions sociales, parce qu'on commence à se comparer beaucoup plus aux autres. Et c'est donc une période qui a des codes, ses propres codes, et qui peuvent être difficiles. Alors j'ai quand même essayé d'interroger autour de moi en me disant vous en pensez quoi les ados? Moi, Benoît m'a donné une tâche un peu difficile. Oh les adolescents, bonne chance. Et ouais, Emma qui était orientée en odontologie pédiatrique me dit bonne chance. Bon, je me suis tourné vers un omnipraticien, voir qu'est-ce que lui il en pense. Pour les adolescents, bonne chance. Bon, j'ai traumatisé aucun dentiste pour faire ça. Et il a fallu que je me dise, est-ce que vraiment il pense dans la réalité bonne chance? Alors je me suis retourné vers la littérature pour me dire, est-ce que vraiment les enfants vont plus souvent ou moins? Première étude là, qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps avec le docteur Anne-Charlotte Bas, 10 ans de MT dents, qu'elle a appelé Love Your Teeth, que j'aime bien. On voit la ligne jaune, un petit peu moins de participation, mine de rien, de ces 15 ans, alors que on a vu et on en a parlé ce matin, ça marche plutôt bien. D'autres chiffres du MSA, de l'ORS, qu'on a parlé ce matin, mais avec des anciens chiffres, et j'attends les nouveaux chiffres pour pouvoir aller un petit peu plus loin et les comparer, ça fait quand même aussi des populations qui ont plus de mal à aller chez le dentiste. Pourtant, si on s'intéresse au recours au traitement ODF, et alors, si on regarde donc, cette étude qui est en cours de publication, à nouveau par le docteur Anne-Charlotte Bas, désolé, c'est un peu biaisé, mais si on regarde tous les types de traitements, qui est la deuxième colonne, on voit qu'il y a 26% de sa population, alors c'est des données issues de l'EGB, qui est un petit peu plus ancienne que la SNDS, mais on a 25, 26, 27, 26% qui se font de recours au cabinet dentaire. Par contre, si on prend l'orthodontique, on se rend compte qu'il y en a très peu à l'âge de 6 ans et que ça augmente avec un pic autour de 12 ans, c'est-à-dire qu'on a quand même ce transfert vers le traitement orthodontique et avec ses consultations. Et donc je vous disais qu'entre 2002 et 2009 et aujourd'hui, il y a eu des changements parce que les adolescents et les jeunes adultes maintenant sont extrêmement influés par les réseaux sociaux avec tout son lot de désinformation, publicité, pratiques abusives. Autant qu'ils passent 7h20 sur les réseaux sociaux. Et une publication il y a 3-4 jours sur le site de l'UFSBD montrait que les patients, plus ils passaient de temps sur les réseaux sociaux, plus ils avaient des risques carieux élevés. Ça va aussi avec son lot de problèmes, les réseaux sociaux. Dépression, anxiété, dysmorphophobie. Et un tout petit truc peut se transformer. Comme hier, je voyais encore en consultation une petite patiente de 14 ans, un tout petit angle cassé lors d'un petit choc. Et c'était, comme ses collègues se moquaient d'elle, quelque chose d'énorme. Et elle me dit, mais j'ai pas les mêmes dents que sur les réseaux sociaux. Et d'autant que sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de choses. Des bijoux dentaires, des grills. Il n'y a pas uniquement Joe Star qui en porte, mais il y a 225 millions de personnes qui ont regardé cette vidéo YouTube. C'est une chanson spécifiquement sur les grills, qui fait l'apologie du grills. Et en plus, si on va un peu plus loin sur ces réseaux sociaux, on a une somme de contenus non validés scientifiquement. Sauf que les adolescents, les jeunes adultes qu'on voit, ils arrivent avec ces données. Alors, assez facile d'aller déconstruire quand c'est l'influenceuse top qui nous dit qu'il faut mettre du citron, qu'il faut mettre des choses dans ses dentifrices. Un petit peu plus dur, par contre, quand c'est un dentiste, donc un de mes confrères, qui dit qu'il faut utiliser pas de dentifrice de fluor, qui dit... Voilà, là, ça devient un petit peu plus dur parce qu'il faut bien sûr rester confraternel, mais montrer que l'information est différente. Hop là. Ces réseaux sociaux amènent aussi forcément des impacts sur l'apparence physique et des impacts qui sont liés donc d'une part aux malpositions. On a dit que le recours aux orthodontistes était important, mais il ne faut pas oublier la maladie carieuse qui peut être sous-jacent avec un contrôle de plaque qui peut être souvent difficile. Mais non, là, ce patient, mes dents sont propres. Oui, elles sont blanches, mes dents. Vous voyez de la plaque. Le patient, il voit des dents blanches. Il faut y penser. Si on se concentre sur les facteurs de risque spécifiques à ces adolescents, une hygiène bucco-dentaire irrégulière, des alimentations qui sont déséquilibrées, étant donné qu'on est dans une phase d'autonomie, d'opposition aussi, et d'indépendance, on a l'argent de poche qui rentre quand même plus facilement, et on peut forcément l'utiliser pour aller acheter un certain nombre de choses.
Les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être assez cachés, assez individualisés et qui peuvent faire en termes de risque érosif des pathologies très importantes. On a un moindre impact des conseils parentaux et surtout on commence à avoir des expérimentations, tabac, alcool, drogue, sexe. J'en profite pour rappeler que les chirurgiens dentistes sont impliqués dans la prévention de l'HPV, que l'UFSBD défend régulièrement, mais aussi les piercings et enfin un appareillage, l'appareillage ODF, et comme on vient de voir sur les photos juste avant de Michel de Galles, des difficultés forcément à brosser autour de ces appareils orthodontiques. Ne pas oublier que les jeunes adultes, avec le milieu professionnel qui peut avoir une influence particulière, notamment les boulangers, et il y a des actions qui peuvent aller dans les actions d'aller vers justement qui peuvent être intéressants auprès de ces professionnels notamment, et le sport avec justement aussi les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'importance avec des réseaux sociaux tels que Strava où il faut toujours montrer qu'on est le meilleur, mais en montrant qu'on est toujours le meilleur, eh ben on consomme aussi énormément de sucre, énormément de boissons, et moi le premier, quand j'ai fait des trails très importants, boire du sucre toutes les 5 minutes pendant 24 heures, eh ben mes dents à la fin elles avaient quand même un état bizarre. Donc on a vu que cette cette consultation qui était très dentaire s'oriente de plus en plus vers la demande en traitement orthodontique. Et c'est vrai que nos patients souvent disent je vais déjà voir l'orthodontiste, est-ce que c'est nécessaire d'aller voir un dentiste ? Oui, c'est nécessaire d'aller voir un dentiste parce que forcément on a des complications si la prévention, si le brossage il n'est pas maintenu en permanence. Et voilà une photo assez typique de déminéralisation à post-traitement orthodontique et qui sont certainement gérables par de la prévention d'emblée. Ça nécessite pour ça une prise en charge comportementale et une sensibilisation plus importante parce que forcément ces jeunes, il faut ne pas être auprès du jugement, faire attention à leur apporter une place et centrer l'attention sur eux. Parfois difficile de sortir les parents notamment de cette relation, leur faire comprendre que leur autonomie elle est importante et que leur santé orale, ce qu'ils gagnent aujourd'hui, le gagneront surtout pour demain. Et enfin, essayer de travailler avec les parents parce que ce sont quand même un rôle de soutien, parce que ce sont encore des enfants qui sont mineurs, donc c'est encore eux qui ont la main sur la bourse, entre guillemets, pour justement cet argent de poche, ces choses qui peuvent être autour. Il faut aussi adapter les supports de communication, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux ont plein de contenus qui sont non validés, et pourtant c'est une source pour ces jeunes d'information et d'apprentissage. Donc sur YouTube, des contenus comme ceux de l'UFSBD, sur Elmex, et là il y a un rôle prépondérant du chirurgien dentiste, et je pense qu'on l'utilise peut-être pas assez, d'aller éveiller la conscience de la personne avec sa vidéo. Tu as vu cette vidéo, tiens, on va aller la décrypter ensemble, ça peut être intéressant, et ça fait partie à mon sens de la consultation de cet examen bucco-dentaire, dans tous les éléments qu'on doit faire que Benoît nous a présenté en fin de matinée tout à l'heure, ça en fait en part entière. Conseiller des supports et guider justement vers l'utilisation et guider vers l'apprentissage pour la communauté aussi qui peut être autour, parce que un jeune qui partage sur son réseau social une information vérifiée, c'est 3, 4, 5 jeunes qui sont touchés au passage. En pratique, entretien clinique, très important pour aller réussir à avoir les éléments des facteurs de risque, la détermination du risque carieux, l'examen clinique. Examen radiologique, pareil. L'examen radiologique, beaucoup nous disent « Ah non, mais c'est bon, j'ai eu une panneau avec l'orthodontiste ». Mais ce n'est pas une radio qui est suffisante dans cette situation-là. La réalisation de rétrocoronaire est indispensable, avec la petite difficulté que quand on a des appareillages orthodontiques, forcément, on peut avoir des difficultés à avoir les espaces interproximaux. On a la chance que maintenant, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont faciles à enlever et plus des des choses très, très longues. Et donc, on peut parfois réussir, si on a un doute, à aller facilement faire nos rétrocoronaires. Et enfin, donc vraiment, cette phase de diagnostic de la maladie carieuse qui va permettre d'orienter vers une prévention personnalisée. On en a eu quelques éléments autour de l'hygiène orale, la fluoration, ne pas oublier l'alimentation et la position du sucre et l'utilisation du sucre sous toutes ses formes, pas uniquement, on a dit, les bonbons, mais il y en a partout, avec la fréquence, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est méconnu, l'idée d'avoir la fréquence, les habitudes néfastes, tabac, autres qui peuvent être, et ensuite des traitements personnalisés, bien sûr, en commençant par les soins conservateurs, parfois les soins prothétiques, parce que cet enfant-là qui a 15 ans, on va forcément passer un moment par une phase prothétique, malheureusement.
Et enfin, mettre l'ODF. Ça ne se fait que si on a un suivi de nos patients et les motiver. Et l'idée, je pense, de la génération de nouvelles caries, c'est de les avoir tous les ans, 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus facile que de les avoir à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans, 15 ans, 18 ans. Et ça, je pense que ça va être important. Et chez ces patients adolescents et jeunes adultes, l'autonomie va vraiment être particulièrement à mettre parce que le jour où il n'y a plus papa et maman pour prendre un rendez-vous, eh ben, il faut quelque chose. Et s'ils ont eu l'habitude d'avoir leur rendez-vous à 16, 17, 18, à 19, ils le prennent pour eux. Et enfin, ils deviennent autonomes. Et c'est ça que nous aussi, on doit valoriser en tant que chirurgien-dentiste dans l'approche. L'année prochaine, à 18 ans, tu sais, c'est toi qui vas devoir prendre ton rendez-vous parce qu'il n'y a plus maman d'ailleurs. Peut-être pas à 18, mais quand même. En conclusion, donc c'est une période critique, l'adolescence, mais aussi au-delà le jeune adulte. Et ça nécessite une approche adaptée, préventive et éducative. Une dernière question pour Michel, parce que nos patients, nos jeunes patients, ils ont notamment des contentions régulièrement qui se décollent, qui s'enlèvent, qui intervient. Comment ça se passe? Voilà, je te laisse la parole. Que souvent, les parents, comme les enfants, pensent que l'orthodontiste est un suivi de chirurgien dentiste. Vous voyez, c'est parce qu'ils vont chez l'orthodontiste qu'ils ont forcément des contrôles. Et on impose, pendant ces traitements-là, nous, une visite tous les 6 mois quand des dispositifs tels que les bagues sont posés. Alors, qu'est-ce que la contention orthodontique? En principe, c'est prévenir les récidives et surtout maintenir les résultats obtenus après tant de temps. La stabilité à long terme, c'est une chose essentielle, notamment au niveau des dents. Première des choses que les gens regardent, c'est leur alignement et surtout la position des mâchoires parce que ça peut parfois passer au second plan. Enfin, c'est les supports parodontaux qui sont au centre du problème, c'est s'adapter à une nouvelle situation de donne dentaire puisque ça a été assez violent, même si ça dure 2 à 3 ans parfois, mais c'est quand même violent et automatiquement l'ensemble doit être harmonieux. Les types de contention, pour quelques rappels, vous avez soit du fixe, soit de l'amovible, soit une combinaison des deux. Donc, qu'est-ce qu'on met le plus souvent? Je vais vous passer en revue les indications pour chaque type de contention. Normalement, la fixe, c'est celle qui donne le plus de stabilité des dents, souvent dans les cas d'encombrement, pour éviter la récidive. L'amovible, c'est quand il y a moins de risques de récidive, mais parfois, il y a l'observance qui est au centre du problème. Donc, demandez à des enfants de porter un dispositif, parce que la contention est souvent vécue comme une fin de traitement. C'est-à-dire qu'on a vécu 2 à 3 ans avec des bagues, et là, ou quelque autre dispositif que ce soit, et on n'en peut plus. Donc, ça passe au second plan. Et enfin, les besoins du patient, la morphologie dentaire et les préférences. N'imposez pas un dispositif amovible si ça ne peut pas être supporté. La durée, en principe, c'est quasiment à vie, ce qu'on dit maintenant. Surveillant chez les orthos, 1 à 2 ans. On pense système à vie. C'est difficile à gérer, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Les facteurs influençants, c'est surtout l'âge, la sévérité de la malocclusion initiale, qui est un point très important, et bien sûr la conformité du patient aux exigences de l'orthodontiste. Et enfin, les contentions doivent être aménagées dans le temps si elles sont à visée pérenne. Donc on ne peut pas garder la même contention ou elle ne peut pas être surveillée de façon régulière. Les types de fils, c'est l'acier inoxydable, le titane, le nickel-titane, en fonction de la flexibilité. Les méthodes de collage, c'est en méthode directe ou indirecte. Et en fonction de l'utilisation que va en faire l'orthodontiste, le patient et surtout l'hygiène, on va adapter nos systèmes de contention. Le contrôle est une chose essentielle. Rares sont les patients qui viennent régulièrement dans l'année qui suit la fin de traitement. Donc les voir au-delà, on les voit que quand il y a des problèmes décelés, souvent des casses de fil ou des déplacements dentaires ou des réouvertures d'espace. Les conseils pour l'entretien, les contentions fixes sont essentielles. C'est-à-dire que des caries sur les faces linguales, ça existe aussi. Donc souvent, les enfants ne les voient pas. Bien évidemment, ce n'est pas ce qui transparaît dans un miroir. Adaptation, toujours nécessaire, en changeant en fonction du décollement, des usures, des dispositifs. Les dysfonctions et parafonctions sont les problèmes de récidive souvent. Des fils cassent par onychophagie, par ces mouvements perpétuels sur les dents, ça arrive. Là, le motif de consultation de cette personne, c'était pas du tout l'abéance. C'est pas du tout le décalage de classe 2, c'est la réouverture du diastème. Donc la contention s'est cassée entre 11 et 21 et insensiblement l'espace se réouvert et a justifié une visite. Donc faire attention à ça. Donc voilà classiquement ce qu'on connaît. Plaque de Halley, problème d'observance, 1.
de problèmes aussi de positionnement de la langue. La langue est engrammée pour être au niveau de la papille bunoïde. Donc, mettre un évidement, comme vous le voyez en bas à gauche, c'est une possibilité à cette langue de retrouver un espace. Mais ça sert dans des cas de manque dentaire, absence de la 12 ou de la 21 pour trauma. Donc, c'est quelque chose qui peut être parfois rendre service. Les positionneurs abandonnés, ça c'est le moyen. Le positionneur, on a eu 2 études faites par des internes concernant ces positionneurs. C'est le pire des moyens pour contenir des dents. C'est le moyen simple, on sort d'un tiroir, on regarde une mesure, et hop, c'est parti, débrouille-toi. La gouttière est un moyen confortable, surtout si on a eu un traitement avec une gouttière. C'est dans la continuité et s'adapte aux exigences dentaires à condition que l'observance soit là. Dans les fils de contention, 2 méthodes de pose, indirect versus direct. Bien sûr, plus de précision avec un clé transfert, c'est une évidence. Les types de fils que l'on a à notre disposition, ici, c'est soit des fils ancienne génération, fils actifs que l'on plie manuellement. Attention, ces fils-là ne sont pas, je dirais, totalement amorphes avec des risques qu'on appelle de syndrome du fil. Le syndrome du fil, c'est quoi? C'est un fil qui, inlassablement, parce qu'il n'a pas été contraint dans les bonnes conditions, va restituer une partie de son élasticité en entraînant des déplacements dentaires. Ce n'est pas une récidive du traitement, c'est un autre problème qui apparaît. Donc, préférez des fils amorphes, soit adaptés manuellement de type une tresse sous forme à droite, ici, ou à gauche de maillon. Je ne parlerai pas des avantages et inconvénients, et des techniques un petit peu plus modernes qu'on a dans le service. Ici, des fils robotisés qui sont adaptés en TMA et qui permettent d'avoir quelque chose d'extrêmement précis. Donc, je vais vous montrer une simple vidéo, comment c'est fait. Vous mettez un fil, vous choisissez le type de fil, il y a, hop, vous le glissez là-haut, vous mettez fabriquer la telle, en avant, c'est parti, comme dirait en avant Guingamp, on y va. Et vous avez quelque chose qui va sortir au bout de 3 minutes avec un pliage contrôlé par intelligence artificielle, c'est-à-dire que le robot plie en fonction du type de fil qui a été inséré. La contrainte exercée sur ce fil dépend du matériau, et ce n'est pas simplement quelqu'un, et vous avez en sortie un fil d'une précision qui est en deçà du 10e de millimètre. Et enfin, pour terminer, j'arrêterai là, parce que j'ai plus de temps, ça fait 5 minutes. On ne parlera pas, mais la question essentielle pendant cette phase de contention, c'est la surveillance des 3e molaires. 3e molaires avec des recommandations de la HAS que je vous impose. L'encombrement n'est pas lié, un récidive d'encombrement n'est pas lié à l'apparition des 3e molaires. Donc les conditions dans lesquelles on doit extraire les 3e molaires sont très précises. Et je vous dis qu'une 3e molaire n'est jamais anodine. Confère cette radio avec une résorption de la 47 par une 48 horizontale. Merci.